Pascal Pic, pour vous, l'être humain, c'est un vaste champ d'études parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un être humain finalement. Oui, il est sûr que les définitions sont toujours revisitées. Mais enfin, c'est notre travail que de définir l'humain. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les définitions un peu simples que vous avez apprises comme moi à l'école, qui disaient l'homme c'est l'outil, l'homme c'est le langage, l'homme c'est la marche debout, la société, etc. Tout ceci a été largement revisité, notamment en regard des autres hommes préhistoriques, mais également des grands singes actuels, comme les chimpanzés. Mais le point important aujourd'hui, ce qui émerge, c'est que l'homme est une espèce qui est capable de se projeter dans l'avenir et de se construire des mondes. Alors j'aime bien toujours citer un philosophe, c'est beaucoup plus court, il s'appelle Francesco Zavater et qui dit ceci: la véritable entreprise de l'homme est de s'inventer lui-même. Donc nous sommes des constructeurs de mondes et nous sommes toujours dans une dynamique qui est supplémentaire à celle de l'histoire de la vie. Donc c'est ça qui fait l'humain. C'est être capable d'être dans la créativité et de comprendre ou moins bien comprendre le monde qui change. Alors justement, à l'ère du digital, puisqu'on nous annonce ce virage, apparemment on est dedans déjà, pour vous, quel impact peut-il avoir sur l'être humain, sa capacité de digérer et de retransmettre des informations? En fait, le digital arrive de manière extrêmement vive. Alors peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons vraiment une interrogation, comme celle que nous avons en ce moment, sur les impacts du changement en cours. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, ceci dit. À chaque fois qu'arrivent des périodes de grands changements, vous avez des innovations qu'on dit de rupture, enfin très importantes, qui viennent des technologies et qui vont impacter l'ensemble des activités de la société. Alors là, on y est. On sait très bien pour l'enseignement. Je suis enseignant-chercheur, donc l'enseignement en ligne est en train de se développer très vite. Nos déclarations en ligne, on les fait immédiatement. Le cinéma a changé. Pensez au film d'animation avec Monsieur Xerkis, vous savez, qui joue les rôles de King Kong, etc. Aujourd'hui, les acteurs se comportent radicalement différents au cinéma. Tous les aspects de nos sociétés sont en train de changer très vite. Sauf que, nous sommes encore dans une société qui a ses acquis, qui a ses repères, et c'est normal. Et derrière cela, nous sommes dans un monde qui va bouger très vite, sans que nous soyons certains de ce que va être ce monde de demain. Donc, c'est ce qu'on appelle en économie les destructions créatrices. C'est Joseph Schumpeter qui disait cela. Dès qu'une nouvelle technologie arrive, et si elle impacte l'ensemble des domaines de la société, elle va percuter les modes de travail, les modes de rencontre, les modes de connaissance et même l'art. Donc vous avez des changements. Ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Vous avez des changements qui impactent la communication, les arts, les moyens de production, les matières, les matériaux, les énergies, la sociologie, puisque aujourd'hui, l'espérance de vie a augmenté, les sites de rencontres. Évidemment, on peut dire ça, c'est nouveau, tous ces sites de rencontres. Enfin bon, l'été dansant, c'était la même chose, sauf qu'aujourd'hui, ça prend une autre forme. Donc, en fait, c'est un renouvellement, une perturbation de choses qu'on savait faire qui vont être amplifiées, modifiées, et c'est ça que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes dans une période, je dirais, assez banale du point de vue du changement qu'on est évolutionniste, mais qui, effectivement, fait l'objet d'une prise de conscience très vive aujourd'hui. Alors justement, et ce changement, il intègre, ce digital, intègre les problématiques de la santé, et on voit que jamais on n'a été aussi intéressé, aussi focus, comme on dirait, sur la santé à travers le digital. Alors c'est ça qui est nouveau, parce que le digital, il ne va pas impacter que sur la manière de gérer la prise de vos médicaments, on le sait bien. C'est l'e-médecine, c'est une nouvelle forme d'innovation, c'est une nouvelle forme de suivi. Même vous comme moi, quand nous allons voir le médecin, si nous avons un problème, nous-mêmes nous allons nous informer. Avant, nous étions devant le médecin qui était la personne toute puissance qui connaissait les données. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des médecins, mais nous avons capacité déjà d'arriver un peu préparés autour de les informations qui sont disponibles. Ça, c'est complètement nouveau. Alors maintenant, ce qui se passe, effectivement, c'est que longtemps, l'idée a été que la médecine, notamment moderne, avec ses résultats extraordinaires, nous avait complètement affranchis de la nature, nous avait permis de limiter les effets de la sélection naturelle. Ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui, on appelle ça l'économie évolutionniste, qui va avec la médecine évolutionniste, et c'est le même creuset en fait, ça part des Darwin, donc il n'y a pas à forcer le trait, c'est le même creuset, mais on l'avait oublié, et derrière cela, on est en train de constater qu'effectivement, nous devons nous adapter aux maladies que nous avons créées. Les grippes, les cancers, les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui sont liées aux inventions des activités humaines, mais on ne le savait pas. Et donc, il faut bien comprendre que nous continuons effectivement à être dans cette course qu'on appelle nous de l'arène rouge, la course à l'innovation thérapeutique, et on voit bien les changements de concept, parce que l'innovation,
ce n'est pas que de nouveaux médicaments, ce n'est pas que de nouvelles façons de faire des diagnostics. Ça, c'est très important, c'est une évidence. Mais c'est aussi des concepts. Regardez sur la fin de vie. Sur la fin de vie, on nous dit d'un côté, un monsieur célèbre, bien connu, on va vivre jusqu'à 120 ans. Je peux vous le dire, ce ne sera pas le cas. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est comment mieux vivre le plus longtemps possible. Donc, on passe d'un aspect quantitatif, un aspect qualitatif. Donc l'espérance de vie en bonne santé est devenue peut-être le critère le plus important qu'une espérance de vie prolongée. De la même façon, est-ce que c'est éradiquer une maladie ou apprendre à vivre avec une maladie? On sait que les multithérapies autour du sida n'éliminent pas le virus. Longtemps, la médecine a éliminé les virus. Et il fallait le faire, évidemment. Il y avait des choses à faire, comme sur la variole, etc. Mais en l'occurrence, nous avons des changements innovants qui sont bien sûr liés aux technologies et la manière aussi de changer les façons de penser la santé, pardonnez-moi, car ça c'est un paradoxe énorme. Il y a un siècle, l'espérance de vie de 100 ans était quelque chose d'inconcevable. Il y avait des centenaires, mais c'était tout à fait inconcevable. Donc les gens mouraient beaucoup plus tôt en moyenne, et donc du coup, la fin de vie arrivait assez vite, on ne se posait pas la question. Et voilà le paradoxe de notre société d'aujourd'hui, avec nos générations, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'espoir de vivre aussi longtemps, ce qui pose évidemment d'autres questions sur la fin de vie et du rapport à la mort. Donc, et parce qu'on n'a jamais aussi vécu longtemps aussi bien, on accepte d'une manière très différente la mort et la santé. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, vous voyez, ces innovations avec le numérique, eh bien, elles impactent à la fois donc nos vies de famille, notre espérance de vie, la philosophie, la société. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une innovation de rupture. Et le numérique, donc, impacte tous ces aspects. Donc, pas que les médicaments, pas que le diagnostic, mais aussi la manière d'appréhender la santé et le rapport à la vie. Est-ce que l'être humain est condamné à aller toujours plus loin pour trouver des solutions? Là, ça, à l'époque où nous parlons, c'est le digital sans doute qui est en train d'emporter toutes ces nouvelles techniques. C'est comme ça, c'est la nature humaine qui fait qu'elle doit se projeter toujours en avance. C'est pas que la nature humaine, c'est la nature qui est comme ça. Là, hein. La nature nous oblige à changer de toute manière parce qu'elle-même change. Catastrophes naturelles, espèces invasives, Ebola dont on a parlé récemment. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans les grandes périodes de changement de l'humanité, et on est en plein dedans aujourd'hui, vous avez toujours un ensemble de nouvelles connaissances qui intervient. Et là, aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on appelle les NBIC, nanotechnologies, biosynthèse, les médicaments de biosynthèse arrivent, l'informatique, bien sûr, et les sciences cognitives. Donc tout ça, c'est le bouquet de ces sciences qui sont extrêmement actives actuellement, les autres le sont bien sûr, mais elles sont extrêmement actives, qui vont apporter de nouvelles façons de faire. Et là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, s'adapter, ce n'est pas se dire « je trouve la meilleure solution, comme si elle était définitive, face à un environnement duquel j'aurais éradiqué une maladie ou contrôlé quelque chose ». Je vais vous donner un exemple. Les maladies nosocomiales. On avait cru bien faire en éliminant les bactéries pathogènes des hôpitaux et des blocs opératoires. Ça semblait être la bonne idée. Sauf qu'on avait oublié une chose, c'est l'évolution. Quand vous éliminez des bactéries qui, certes, nous causaient quand même des tracas, mais vous libérez une niche écologique pour d'autres bactéries avec lesquelles nous n'avons pas coévolué. Donc nous sommes en train de comprendre aujourd'hui, et vous savez qu'on en parle de plus en plus, nous savons que l'organisme humain, vous comme moi, 80% des cellules qui composent notre corps, seuls 20% sont humaines et les autres, à l'intérieur et à l'extérieur, forment ce qu'on appelle un microbiote. Donc nous sommes en train de comprendre que, par exemple, tout cet écosystème de micro-organismes, et leurs gènes même, constituent à la fois des défenses et des systèmes immunitaires. Donc, vous voyez, donc l'évolution, vous voyez, est fascinante parce que comme nous sommes des écosystèmes, forcément nous sommes dépendants, ce qu'on appelle la coévolution de ces microbiotes. Un exemple tout simple, quand un petit naît par les voies naturelles ou par une césarienne, ce petit enfant n'aura pas du tout le même système microbiotique biotique pour le reste de sa vie. Donc
Oui, l'évolution, elle se fait à la fois, vous voyez bien, dans ce rapport aux autres organismes qui nous oblige à bouger, et également les nouvelles réponses que l'on peut apporter. Donc l'évolution ne s'arrête jamais, puisque dès que vous avez de la variation, dès que vous avez de la coévolution, de toute façon, je ne dirais pas qu'on est condamné, la vie nous fait bouger. Ce qui, en fait, n'est pas la vie, c'est de s'arrêter d'évoluer. Il ne faut surtout pas être dans un conservatisme. Faut non, se projeter. Non, parce que le reste, alors se projeter, ça c'est une caractéristique de l'homme. Et là, on voit bien qu'effectivement, la médecine d'aujourd'hui nous permet de mieux comprendre ces effets de prospective. Mais là, on a quand même besoin des évolutionnistes. Parce que sur l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, de croire que l'espérance de vie va s'allonger de manière arithmétique n'est pas du tout la bonne approche. Au contraire, on sait très bien dans la biologie de l'évolution que le vieillissement fait partie de processus évolutionnistes extrêmement complexes et il est très intéressant donc de mettre en place à la fois donc ces trois pôles, le savoir-faire de la médecine et de la biologie, le savoir-faire des évolutionnistes et bien sûr le savoir-faire de la recherche qui nous permet à travers ces bouquets de technologies médiatisé par le digital, d'apporter des réponses dans cette course incessante à la vie. C'est comme ça, la vie c'est l'arène rouge. Faut toujours... L'arène rouge, c'est dans Lewis Carroll, elle dit qu'il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Donc voilà, c'est essayer de comprendre quels sont l'ensemble des facteurs qui font qu'on est toujours dans une dynamique et essayer d'avoir la meilleure façon possible d'accompagner donc cette évolution constante.